Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo où on va parler ensemble réseau. Réseau et plus particulièrement réseau de niveau 2 dans le cadre d'une extension. Alors, on va être clair, c'est un sujet qui est de plus en plus d'actualité, simplement parce que les infrastructures deviennent de plus en plus hybrides. Elles vont s'étendre entre du on-prem, donc des data centers à demeure, et du cloud, mais également entre plusieurs bâtiments. Et le sujet de l'extension de niveau 2 des réseaux est un sujet qu'on voit de plus en plus souvent. Et donc l'idée c'est de faire une brève introduction ici sur ce que l'on sait faire avec Nutanix, sur ce sujet particulier, qui est donc très lié au réseau, mais qui est également très lié, dans notre cas, au cluster Nutanix. Allez, on est parti. Vous retrouverez la mind map sur cette URL, esquasta.github.io. Vous aurez une version également en PDF, et je rappelle que vous pouvez réutiliser cette mind map et que l'ensemble de ces petits symboles correspondent à des hyperliens qui vous amènent directement sur la documentation. Donc la documentation ici de l'extension niveau 2 dans du Nutanix. Donc première chose déjà, de quoi on parle? De quoi on parle? Ça c'est important. Quand on parle d'une extension de niveau 2, l'idée d'une extension de niveau 2, c'est de fournir quoi? C'est de fournir un mécanisme qui va permettre en fait, alors dans le cas de Nutanix ici, c'est le cas le plus communément utilisé, c'est de permettre à des machines virtuelles en fait de communiquer entre elles au sein d'un même domaine de broadcast, au sens Ethernet du terme. Niveau 2 de la couche OSID ou le fameux L2. Donc, dans notre cas présent, les mécanismes dont on va parler font partie de la partie SDN, Software Defined Network de Nutanix, qui s'appelle Nutanix Flow Virtual Network. Et donc, l'idée ici, ça va être de faire soit une extension de niveau 2 entre deux subnets qui sont gérés dans deux zones de disponibilité Nutanix, donc avec derrière des hyperviseurs de type AHV. Et donc je rappelle qu'une zone de disponibilité, c'est un prisme central qui va gérer un ou plusieurs clusters Nutanix. Et donc l'idée effectivement c'est d'avoir deux prismes centraux qui sont dans différents endroits, différents réseaux, et à la fin d'avoir un réseau étendu qui va avoir le même espace de broadcast en termes de niveau 2. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, pour faire simple, on va avoir des machines virtuelles qui vont avoir des adresses IP sur un même segment réseau, et ce segment réseau, en fait, n'est pas un segment réseau unique dans un bâtiment ou dans un cloud, mais bien un segment réseau qui va être étendu entre au moins deux emplacements. Alors on peut faire plus, pour faire simple, on va parler de deux aujourd'hui, mais on pourrait faire ça sur 3 emplacements par exemple. Et donc pour étendre ce réseau à une échelle niveau 2, eh bien on va s'appuyer pour cela sur des paquets, donc sur un réseau 3 qui est connecté. Donc ça veut dire qu'on va avoir une connectivité IP entre, on va dire, le site 1 et l'emplacement numéro 2, le site 2, et qu'au travers de cette connectivité IP, eh bien on va encapsuler des paquets de niveau 2 derrière. Je parle toujours ici niveau 2, niveau 3, au niveau du modèle OSI, bien entendu, que vous connaissez tous. Donc pour faire cette extension entre donc avoir un subnet qui est étendu, et donc de prendre deux subnets qui sont chacun d'un côté, chacun dans une zone de disponibilité, et les ramener finalement comme un seul subnet au sens IP broadcast domaine, eh bien on va faire l'extension. On a deux manières de le faire quand on va avoir des clusters Nutanix avec des hyperviseurs Nutanix, soit au travers d'une extension, au travers d'un VPN, un classique VPN site à site. La petite subtilité, c'est que dans ce cas précis, on utilisera le VPN service qui est fourni dans le SDN, le Software Defined Network de Nutanix. Donc on utilisera la Nutanix Network Gateway qui fera office de passerelle VPN et qui fera un peu plus de choses derrière. Deuxième option, c'est d'utiliser un protocole qui est très connu dans le monde de l'extension niveau 2, pour ne pas dire que c'est quasiment le seul utilisé, qui est le protocole VXLAN. Et le VXLAN, en fait, quand on va l'utiliser pour relier deux mondes, eh bien, de chacun des côtés, on aura ce qu'on appelle des passerelles VTEP, et donc vous trouverez l'acronyme VTEP qui n'est plus ni moins que l'acronyme de VXLAN, Tunnel Endpoint.
Et donc le VXLAN, en fait, c'est un protocole relativement classique qui ressemble à ça quand on va regarder un paquet réseau. Désolé, on va parler paquet réseau. Mais l'idée, c'est de prendre quoi? C'est de prendre des trames, en fait, Ethernet, celles qui circuleraient sur un réseau physique ou virtuel, d'ailleurs, et de les encapsuler dans un paquet de niveau 3 pour pouvoir les faire passer de l'autre côté au travers d'un routage. Donc on encapsule des trames Ethernet dans un paquet IP de niveau 3 avec un protocole qui est le protocole VXLAN qui est sur le port 4789 en UDP. Voilà. Et puis on encapsule le tout dans de l'IP, et ce qui nous permet du coup de faire une communication au travers de l'IP via les méthodes traditionnelles, VPN site à site ou connexion privative entre deux sites, et donc d'étendre finalement comme ça le réseau de niveau 2. Donc quand on est entre deux clusters Nutanix, ou deux zones de disponibilité de Nutanix, on pourra donc utiliser soit le VPN fourni dans la solution Nutanix, donc la passerelle VPN de Nutanix, soit utiliser un point de terminaison VTEP, soit fourni par Nutanix, soit un tierce partie, je vais en reparler tout à l'heure. Si on veut faire une extension de niveau 2 entre un cluster Nutanix avec par exemple de l'AHV et un cluster Nutanix où il y aurait de l'ESXi, là encore, on va pouvoir utiliser les fameuses passerelles VTEP. Alors pour être plus précis, ici j'ai parlé de subnet dans un environnement Nutanix et non Nutanix. On peut également avoir des clusters, de type ESXi complètement VMware, et un cluster Nutanix de l'autre côté, et également faire une extension de niveau 2 entre les deux, ce qui sera assez intéressant dans certains scénarios dont je vais parler juste après. Donc, pourquoi on fait de l'extension, ou dans quel scénario on fait de l'extension niveau 2 au sens large? Le premier, c'est les scénarios de disaster recovery. Alors, scénario de disaster recovery, vous avez un site principal, vous avez un site secondaire, ou vous avez un cloud public, mais c'est un site secondaire, finalement. L'idée, c'est de se dire, si j'ai un problème majeur sur le site principal, et que je rebascule l'ensemble de mes workloads, ou je les redémarre pour être plus précis, de l'autre côté, je veux retrouver exactement mon réseau tel qu'il est. Donc ça, c'est un moyen de le retrouver tel quel, de l'autre côté, avec les mêmes plans d'adressage IP, et tout en étant éventuellement étendu avec d'autres infrastructures. L'autre scénario relativement classique, eh bien, c'est la connectivité hybride, sujet qui est un peu mon quotidien, pour pas vous le cacher. Et effectivement, connectivité hybride, ça permet donc d'avoir, du coup, par exemple, en parallèle, deux data centers, ou un data center et un cloud, et d'avoir une partie des workloads d'un côté, une partie de l'autre, mais à la fin, du point de vue purement subnet et niveau 2, eh bien, l'ensemble de ces workloads, de ces machines virtuelles, vont se retrouver sur le même segment. Et ça, c'est plutôt intéressant, ça veut dire, par exemple, si j'ai un adressage 192.168.1.0 avec un /24, je peux avoir une partie de mes VM qui tourne à demeure, une partie qui tourne dans le cloud, le tout sur un même réseau IP, comme si on était sur un même segment physique, finalement un même subnet. Et donc là, c'est intéressant parce que ça va permettre, du coup, une portabilité plus simple, parce que finalement, on a les mêmes adresses IP des deux côtés, et donc notamment quand on va migrer des applications de manière transparente, quasiment transparente, entre des clusters ou entre deux sites, eh bien, l'avantage, c'est que les communications vont continuer à fonctionner, et tout le monde se parlera encore sur la même adresse IP, ça évite de faire des bascules on-off, où on prend tous les workloads et on les envoie de l'autre côté pour garder les adresses IP. Ça permet du coup de faire ça au fil de l'eau et de commencer à déplacer des workloads, mais néanmoins tout le monde va avoir l'impression de travailler encore ensemble sur le même segment de niveau 2. Et donc conservation des adresses IP, communication qui continue à se faire comme si on était sur un LAN, alors qu'en fait, on a étendu le LAN, ça c'est le principe. Et puis dans le cadre de Nutanix, donc on a la notion dans des clusters de VLAN, notion relativement classique, qui n'a rien d'exceptionnel. On a également dans notre SDN ce qu'on appelle les VPC, les Virtual Private Cloud, qui sont basiquement des réseaux virtualisés
en overlay sur des médias physiques ou virtuels. Et donc pour des clients qui veulent passer de la gestion en mode VLAN à la gestion en mode VPC, le fait de faire une extension entre un VPC et un VLAN peut se faire, là encore, avec les mécanismes d'extension de niveau 2. Et donc ça, c'est tous les scénarios qu'on va couvrir, effectivement, avec cette solution. Et normalement, à peu près toute organisation se retrouve à un moment ou un autre avec un de ses besoins. Donc effectivement, pouvoir réutiliser exactement le même réseau en cas de bascule suite à un désastre majeur sur le site de secours, assurer une connectivité hybride et d'avoir finalement 2 data centers qui sont actifs, donc avec des workloads utilisés en même temps, mais devant être sur le même réseau IP, donc soit dans le cadre d'une migration, soit dans l'usage quotidien, ou alors encore avoir la portabilité des adresses IP et faire des migrations au fil de l'eau. Ça, c'est important. Là encore, la transition d'un monde de VLAN à un monde de VPC, de SDN, est également un sujet pour ceux qui modernisent leur infrastructure. Voilà. Alors les prérequis, finalement, pour faire tout ça, du côté Nutanix, alors il nous faut une version de Nutanix qui est pas trop vieille, donc une version 6.6 ou ultérieure. On est aujourd'hui en mars 2025, à la date de cette vidéo en version 7.0 d'AOS, donc les versions 6.6 ont déjà quelques années. Il vous faut également un prisme central qui est la console de gestion unifiée avec une version supérieure à 2022.9. Donc là encore, c'est une version qui n'est pas toute jeune. En termes d'hyperviseurs, on peut faire de l'extension niveau 2 avec des clusters Nutanix avec de la HV ou de l'ESX. Aucun problème là-dessus. Et puis dans les prérequis, les 2 endroits, les 2 AZ, donc les 2 zones gérées par des prismes centraux avec des clusters Nutanix d'un côté et de l'autre, il va falloir y avoir une route, au sens route IP, niveau 3, établie entre les deux. Donc ça peut prendre différentes formes, cette route. Ça peut être simplement du routage, avec derrière des fibres optiques, par exemple, entre 2 bâtiments, 2 data centers. Ça peut être une connexion VPN site à site, là encore, entre 2 bâtiments, 2 sites de l'organisation. Ça peut être également une connectivité de type niveau 3, fait avec un fournisseur de cloud, donc ça pourrait être un Azure Express Route, qui est une connexion dédiée entre Azure et un data center. Ça peut être la même chose en version AWS, et ça s'appelle Direct Connect. Là encore, à partir du moment où on a une connectivité IP qui est établie entre les 2 emplacements où on souhaite avoir un bout de son extension réseau, on va pouvoir mettre en place finalement cette mécanique-là. Alors bien entendu, on l'a vu tout à l'heure, j'ai parlé de VXLAN, il va falloir ouvrir certains ports et certaines communications. Si on revient un peu tout à l'heure, je parlais ici de VPN ou de VXLAN avec les passerelles VTEP, ça veut dire que du point de vue protocolaire, ok, on a du routage qui est établi entre les 2 zones, entre les 2 ability zones. Maintenant, il va falloir également ouvrir les bons ports, donc ça veut dire ouvrir ce qui est nécessaire pour le VPN, donc tout ce qui est ESP, ICMP. Le SSH, c'est important parce que, en fait, quand on va appairer des AZ, on va faire quoi? On va faire communiquer simplement les 2 prismes centraux qui sont chacune dans une AZ. Donc ceux-là vont passer par de la connectivité de type SSH, passer également par le TCP 9440, qui est le protocole standard de communication d'accès à un prisme central. Et puis, si on utilise du VXLAN, ce qui va être le cas la majorité du temps, il faudra bien penser à ouvrir le port UDP, le protocole UDP sur le port 4789. Alors là encore, VXLAN, c'est pas quelque chose qui est spécifique à Nutanix, j'ai envie de dire que c'est assez standardisé. Il y a plein de différentes documentations qui existent sur le sujet, je vous en ai mis pas mal de liens, notamment ce VXLAN InDev qui réexplique un petit peu toutes les procédures, comment fonctionne le protocole, l'encapsulation derrière. Il y a pas mal de choses assez intéressantes à lire à votre disposition pour mieux comprendre, là encore, comment ça fonctionne. On est sur une brève introduction, mon but n'est pas d'aller dans le détail. Donc, on a du routage qui est établi entre, on va dire, le site numéro 1 et le site numéro 2, où sur chaque site, on aura un bout du sous-réseau, du subnet. On a du routage entre les deux, on a ouvert les protocoles. Et bien, de chaque côté, on va avoir besoin de passerelles. Donc, ce sera des passerelles VTEP qui sont les points de terminaison du VXLAN. Donc, on aura un subnet d'un côté,
connectée à une passerelle VTEP. Cette passerelle VTEP sera connectée avec une autre passerelle VTEP de l'autre côté. Entre ces deux passerelles VTEP, on aura du protocole VXLAN. Et donc, ces passerelles VTEP, ce sont donc des équipements qui comprennent le protocole VXLAN et qui sont donc capables de prendre un paquet de niveau 2, paquet Ethernet, de l'encapsuler dans un paquet niveau 3 de type VXLAN, de l'envoyer à une autre passerelle en face qui va prendre le paquet niveau 3, enlever l'enveloppe niveau 3 autour, décapsuler, récupérer le workload qui est un paquet niveau 2 et l'envoyer sur le subnet. Sur ces passerelles VTEP, donc Nutanix fournit des passerelles VTEP, ça c'est la bonne nouvelle. Donc on l'appelle Nutanix VTEP Gateway, le nom est très original mais il veut dire ce qu'il veut dire. Et vous avez deux déclinaisons de cette passerelle VTEP. Donc soit la passerelle VTEP va tourner sur un cluster Nutanix sur lequel on fait tourner l'hyperviseur de Nutanix, donc AHV, soit la passerelle VTEP va tourner sur un hyperviseur de type ESXi, et auquel cas, effectivement, ça veut dire que le ESXi est l'hyperviseur, mais bien au sein d'un cluster Nutanix. Au passage, donc si vous avez un cluster Nutanix avec un ESXi et que vous voulez déployer la passerelle VTEP sur ce cluster, petite subtilité par rapport à AHV, il faudra venir dans le vCenter associé et aller voir les security options qu'on va retrouver soit au niveau du vSwitch, soit au niveau du port group, et il faudra activer le Promiscuous Mode et le Forge Transmit. Ça, c'est deux paramètres importants. Là encore, c'est plutôt bien documenté dans notre documentation. J'ai rien inventé derrière, et vous avez tout le détail. La documentation est assez détaillée derrière. Voilà. Deuxième option, vous voulez faire une extension de niveau 2 entre un cluster Nutanix d'un côté, par exemple, et un cluster VMware géré par un vCenter. Et donc vous voulez faire un réseau étendu entre ces deux mondes, typiquement lors d'une migration. Vous migrez d'un environnement VMware à un environnement Nutanix, et lors de la migration, vous voulez conserver les adresses IP et avoir une extension du réseau, parce que vous n'allez pas migrer tous vos workloads de SXI directement vers du Nutanix avec de l'AHV par exemple. Et bien dans ce cas-là, si votre ESXi n'est pas l'hyperviseur d'un cluster Nutanix, mais c'est vraiment un cluster ESXi géré par un vCenter et complètement indépendant de toute technologie Nutanix, dans ce cas-là, vous pouvez faire appel à une tierce partie, une VTEP Gateway de type tierce partie. Donc il y en a plein d'exemples, parce que finalement, comme je l'ai dit, c'est un peu un standard. Donc exemple numéro 1 que vous pouvez utiliser une appliance virtuelle de type open source telle que ViOS. Donc ViOS, ça fait ça très très bien. Et donc vous pouvez télécharger les OVA associés, et vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur, notamment, hop, si je le zoome ici, on va revenir là, tac, voilà. Si on regarde ici dans les fonctionnalités fournies par ViOS, donc la déclinaison open source, on va bien retrouver effectivement ici le VXLAN. Donc ça c'est une première option qui est tout à fait viable, et on l'utilise nous souvent d'ailleurs dans des projets de migration. Sinon après, on va dire les grands acteurs du monde en réseau. Donc Cisco sait gérer complètement du VXLAN, notamment, voilà, vous avez un exemple ici sur un de leurs équipements. Même chose pour Juniper. Et là encore, la liste, elle n'est vraiment pas exhaustive derrière, mais vous allez retrouver effectivement toute l'explication pour mettre en place une passerelle de niveau 2 VXLAN, Arista, et la liste, elle est beaucoup plus longue que ça, donc là encore, j'ai mis pas mal de documentation sur le sujet derrière. Au passage, tiens, ce schéma est plutôt pas mal. On va le zoomer un peu, parce que ça va résumer ce que j'ai raconté tout à l'heure. Donc globalement, effectivement, vous allez faire passer sur un réseau de niveau 3, des paquets de niveau 2, et ils vont être effectivement décapsulés de chaque côté par les passerelles VTEP pour arriver ensuite jusqu'aux machines virtuelles. Donc ça, ce sont les passerelles VTEP, c'est vraiment les endpoints, et entre les passerelles VTEP, effectivement, on aura du VXLAN qui va circuler. Là encore, la liste n'est pas exhaustive, regardez auprès de votre fournisseur réseau si ça supporte le VXLAN, on peut tout à fait le faire sur les équipements que vous avez certainement déjà dans vos data centers. Alors quelques exemples c'est quelques schémas d'architecture avec du disaster recovery. Donc là c'est un exemple ici
d'une extension, de plusieurs extensions de niveau 2 entre un monde à demeure et un monde ici. Alors, ils ont écrit Azure, mais le logo, on pourrait mettre le logo AWS, ce serait pareil. Là encore, ici, on a un prisme central qui va gérer un ou plusieurs clusters Nutanix. De niveau de prisme central, dans la partie infrastructure et réseau, qu'on va définir effectivement les VPC ou les VLAN et les subnets associés derrière. Et c'est là où vous allez prendre un des subnets. Enfin, c'est là où vous allez déployer par cluster une passerelle VTEP. On va faire la même chose de l'autre côté. On pourrait le faire avec du VPN, mais généralement c'est tout du VTEP qui est utilisé. Et donc ensuite on va étendre le réseau. Cette extension ici, elle va passer en fait par le routage. Ici c'était Azure, donc c'était un VPN en ExpressRoute. Si on n'avait pas le logo Azure, mais le logo AWS, ce sera un VPN site à site ou alors un Direct Connect. Mais l'idée elle est bien là, c'est d'avoir de l'actif actif, voire de l'actif passif si on fait un disaster recovery. Là j'avais un autre exemple qui était encore là avec Azure. Donc si on complexifiait le schéma, ça donnerait ce genre de choses. Je ne suis pas sûr que ça aide plus à la compréhension, mais retenez juste qu'ici, vous avez le cloud ici avec un VPC qui est le serveur overlay, vous voyez, en 10.48.00/24, et on retrouve exactement le même plan d'adressage en fait ici, côté cloud. L'idée est bien d'avoir des machines qui tournent ici et des machines qui tournent ici, et elles ont l'impression qu'elles sont sur le même segment réseau au sens Ethernet du terme, et donc elles peuvent communiquer directement sur le même subnet au sens adresse IP, sans passer par un routeur, et elles ont l'impression qu'elles sont côte à côte, ce qui n'est pas le cas. C'est tout le but en fait finalement de tout ça, de parler de réseau 2 étendu. Donc la documentation, donc retenez les quelques limitations. Donc on parle ici effectivement de trafic IPv4 en unicast avec tout ce qui est ARP. Ce qui va être important, c'est du point de vue de l'adresse, de l'IP address management, donc en gros de l'affectation des adresses IP aux machines qui vont être sur les subnets qui sont étendus. Ce sera en fait bien de vérifier que de chaque côté, sur chacun des sites, on va avoir un scope DHCP qui ne sera pas overlapping du second. C'est-à-dire que si on donne les adresses IP, si on est sur le site numéro 1 et qu'on donne les adresses IP de la plage 1 à 254, si on fait la même chose de l'autre côté, à des moments, il y a de chances que ce soit deux IPAM qui vont donner les adresses IP, et on va avoir des conflits d'adresses IP sur le segment réseau étendu. Donc généralement, ce qu'on fait, c'est que on va segmenter en deux le réseau, en disant il y a un DHCP qui va donner la moitié des plages d'un côté, la moitié des plages de l'autre, ce qui permettra d'éviter effectivement des conflits d'adresses IP sur le réseau. De la même façon, la question peut se poser après sur, à partir du moment où on est sur un seul réseau IP, du coup on a une passerelle pour sortir dans un réseau IP, donc la passerelle va être d'un côté ou de l'autre généralement. Donc si on commence à avoir deux passerelles, il va falloir faire des stratégies de routage avec des policy-based routing, parce que sinon on risque d'avoir des chemins réseau asymétriques. Hein. Là encore, si j'ai la passerelle point 1, en général on n'a qu'une seule passerelle de sortie par défaut sur un réseau IP. Donc l'idée c'est soit on sort tout du même côté, soit on sort tout du même côté pour certains réseaux, et pour le reste après on optimise les routes. Là encore, si par exemple on est entre un réseau à demeure et un réseau dans le cloud, qu'on a étendu comme ça un subnet, peut-être que pour aller sur Internet, ça n'a pas de sens de dire quand je suis sur le subnet dans le cloud, le subnet qui est étendu, je repasse par mes passerelles VTEP pour revenir on-prem, pour ressortir sur l'Internet. On est déjà dans le cloud, on a déjà un accès rapide à l'Internet, donc c'est là où on va faire des stratégies de routage un peu plus évoluées que la base. Et donc l'idée c'est ce qu'on appelle ici du policy-based routing, tromboning, d'éviter d'avoir des chemins de sortie qui sont différents des chemins de retour pour les réponses. Donc il y a un peu de travail à étudier derrière avant de vous lancer directement bille en tête. Dernière chose sur cette vidéo, c'est d'expliquer un exemple d'usage DL2 dans le cas d'un disaster recovery dans le public cloud, en utilisant des passerelles VTEP. Donc là l'idée c'est un petit peu les différentes étapes qu'on devrait mettre en place si on voulait faire un disaster recovery, en se disant bah, j'étends mon réseau côté cloud avec les mêmes adresses IP et comment je le mets en place dans un environnement Nutanix. Donc première chose, on va appairer
première étape, appairer le prisme central qui est à demeure avec le prisme central qui sera par exemple dans le Nutanix Cloud Cluster sur Azure ou AWS. Donc le fait d'appairer en fait des prismes centraux va permettre également, lors de la création de règles de disaster recovery, de les synchroniser entre les deux. Ça c'est un point important. Ensuite, on va créer un user VPC, où on va en utiliser un qui existe déjà, et un VPC va après se subdiviser en sous-réseaux, en subnet. Ensuite, on va créer un subnet sur le cluster on-prem et dans le cluster côté Azure ou AWS. Donc c'est le subnet qu'on va utiliser pour faire l'extension de réseau. Donc c'est là où on va définir les mêmes plages d'adresse IP des deux côtés. C'est juste les scopes qui vont changer pour diviser le scope en deux. Ensuite, on déploie ces fameuses VTEP. Donc on va déployer la VTEP côté cloud. On va déployer la VTEP Gateway ensuite à demeure. Alors si on a si on veut utiliser une third party, on aura une petite étape supplémentaire. Si on est donc avec par exemple un ESX qui n'est même pas dans du Nutanix. Et dernière chose, une fois qu'on a nos passerelles qui sont établies, nos subnets qui ont été déclarés des deux côtés de la même façon, eh bien on va pouvoir faire l'extension de réseau. Dire je prends ce subnet ici et ce subnet là, ils sont associés ensemble, c'est le même réseau étendu, et ils vont utiliser cette passerelle à demeure et cette passerelle dans le cloud. Là, à ce moment-là, la connectivité réseau est étendue. Il ne reste plus qu'à configurer finalement la partie Nutanix Disaster Recovery. Donc on vérifiera qu'on a bien installé les guest tools pour faire conserver les adresses IP lors du passage d'un point A à un point B. Et puis lorsqu'on fera ce qu'on appelle le recovery plan, c'est-à-dire l'ordre de redémarrage de l'ensemble des workloads de l'autre côté, eh bien c'est là où on dira à la source, j'avais ce réseau qui était mon réseau stretch, le fameux réseau qu'on a étendu dans l'étape numéro 7, et en fait, la destination, ce sera également le réseau stretch, parce qu'en fait, ce sera le même réseau qu'on aura en face. Voilà. Que dire de plus? Là, j'ai pas étendu tout ça. Oui, je l'avais dit tout à l'heure, mais je réinsiste, quand on va faire des subnets étendus, quand on va créer les subnets avant de faire l'extension, bien entendu, les préfixes et les adresses IP utilisées dans les subnets doivent être les mêmes. On va étendre justement un réseau, donc on doit avoir les mêmes espaces d'adressage IP. Voilà, j'espère que c'est un peu plus clair la notion de réseau étendu. Donc retenez quoi? C'est que le réseau étendu permet d'étendre le broadcast et donc d'avoir l'équivalent d'un réseau local, sauf qu'il va être dispatché sur deux sites au moins différents. Que pour arriver du coup à faire passer des paquets de niveau 2 d'un point là, d'un côté à l'autre, eh bien on va encapsuler ces paquets dans des paquets de niveau 3, les donner une passerelle qui s'appelle une passerelle VTEP. La passerelle VTEP va envoyer des paquets de type VXLAN de l'autre côté. L'autre passerelle VTEP va décapsuler ces paquets, récupérer la partie utile du paquet qui est la trame Ethernet niveau 2. Et c'est ainsi qu'on va pouvoir étendre un réseau niveau 2 entre plusieurs sites et répondre donc à des scénarios tels que le disaster recovery, les migrations en conservant des adresses IP, la mobilité entre emplacements, et également le passage par exemple d'un monde de VLAN à un monde de VPC Nutanix. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir suivi et à bientôt.